Donc on va continuer, là ça va être assez rapide tout ce que je vais vous proposer. C'est des choses assez simples, mais pour voilà, une des grandes questions que vous vous posez quand on vous annonce la maladie, c'est comment ça va progresser. C'est toujours la question. Alors vous savez qu'il existe des formes différentes de sclérose en plaques. Classiquement, il y a la forme RR, dite rémitante régressive. Il y a la forme secondairement progressive, qui peut être aussi une forme mixte, RRSP. Et puis la forme primaire progressive. Ça marche. La classification reste globalement vraie, même si en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur les formes secondairement progressives. La primaire progressive, ça on en dit deux mots, c'est une forme très particulière qui est sûrement la forme plus rare, évolution très lente en tache d'huile, c'est inexorable, ça monte. Pour l'instant, on n'a quand même vraiment aucun traitement. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'épigénétique et des facteurs favorisant la sclérose en plaques. Il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est quand même la forme la moins fréquente. Mais pour l'instant, il faut faire de la rééducation. Vous savez que plus vous travaillez, quel que soit votre degré de handicap, si vous faites 8 semaines d'entraînement intensif, vous serez mieux après qu'avant. Si vous arrêtez 8 semaines, vous serez moins, vous perdrez tout. Donc il faut travailler. Merci. Alors ça, c'est le tableau classique de la sclérose en plaques, avec dans la première partie de la maladie des poussées régressives, puis après des poussées qui laissent des séquelles, et enfin une évolution progressive. Ça, je trouve que c'est vraiment un vieux tableau, il faut un peu oublier tout ça. Ce tableau-là, il est beaucoup plus intéressant. C'est fait sur les travaux d'Emmanuel Leray, qui travaille à Rennes, et qui a démontré un truc très intéressant. C'est qu'en fin de compte, ce qui compte pour voir apparaître une forme progressive, c'est votre handicap. Quelqu'un qui a un handicap très faible, vous savez ce que c'est que le handicap, le DSS? Je vous le résume en deux mots. Le DSS, c'est l'échelle qu'on fait pour calculer votre handicap. Une échelle un peu bizarre, mais qui est bien pratique. La première partie de l'échelle, c'est l'accumulation de petits symptômes, moteurs, sensitifs, visuels, etc. Et puis, quand apparaît le trouble de la marche, il n'y a plus que la marche qui compte, et on compte, par exemple, quelqu'un qui peut marcher avec difficulté, mais sans être bloqué, c'est EDSS 4, quelqu'un qui ne peut plus marcher, il va être à 6 ou 7. Et en fin de compte, ce début progressif, il est lié à l'apparition de l'EDSS supérieur à 3, 3, 5. Donc quelqu'un qui garde un handicap très faible risque de jamais passer en forme progressive. Tandis que quelqu'un qui va atteindre ce degré de 3, 3, 5, il a de grandes chances de voir apparaître une forme progressive, et ce, quelle que soit l'ancienneté de la maladie. Si ce degré de handicap apparaît en début de maladie, on aura une forme précocement handicapante. Si c'est au bout de 20 ans, ça sera beaucoup plus tard. Et si c'est en dessous de 3, ça sera probablement jamais. Donc, il faut se battre très tôt pour éviter que ce handicap s'installe. Alors, oui, qu'est-ce qui va nous faire dire parce qu'il ne faut pas oublier que je vois apparaître un patient, il a un signe neurologique, un ou plusieurs signes neurologiques, il a fait une ou deux poussées. J'ai un faisceau d'arguments qui fait me dire qu'il a probablement une sclérose en plaques, l'IRM est parlante. Qu'est-ce qui va faire dire ce patient est à risque d'évoluer vers une forme secondairement progressive ou sur une forme grave, alors qu'il va bien? Donc tout ça, c'est un calcul en fonction de la clinique et du suivi. Donc, en fonction du risque qui me paraît apparent, je vais définir un traitement plus ou moins puissant. Le point important, on s'aperçoit que l'IRM est beaucoup plus importante que la clinique. Il y a plein de gens qui font plein de poussées, qui n'ont pas de handicap, et ça évolue pas tellement. En revanche, l'accumulation de lésions au niveau du cerveau, dans la première année, multiplie par 8 le risque de progression du handicap. Donc vous voyez, une IRM qui se dégrade, ça veut dire attention, il faut agir vite. Donc ne perdons pas de temps pour traiter. Ou une autre étude, l'accumulation de lésions T2, c'est-à-dire les lésions qu'on voit sur l'IRM dans les 5 premières années, ça augmente le risque de passage en forme progressive. Alors au niveau du cerveau, vous savez que le handicap est souvent plus lié aux lésions du tronc ou de la moelle qu'au cerveau. On peut avoir des gens qui ont beaucoup de lésions dans le cerveau et qui ont très peu de handicap. Et des gens qui ont très peu de lésions dans le cerveau, mais qui ont une ou deux plaques dans la moelle ou dans le tronc cérébral et qui ont un handicap important. Donc l'IRM, c'est l'examen, et c'est pour ça qu'en début de maladie, ou après la mise en route d'un traitement, je vais vous demander des IRM de contrôle. Si je vois que sous traitement, votre IRM se dégrade, je vais changer très vite.
L'idéal serait probablement de traiter les gens avec les traitements les plus puissants d'abord pour passer ensuite à des traitements moins puissants. J'allais dire, c'est pas encore légal. Et puis, peut-être que ça serait prendre un risque thérapeutique, parce que n'oublions pas que chaque traitement a un risque thérapeutique, il ne faut pas que le risque thérapeutique soit supérieur au bénéfice. Sinon, ça n'irait pas. En donnant un premier traitement dit de première ligne, qui sont des traitements dont le risque thérapeutique est quand même très faible, on ne prend pas de risque. Si on se trompe, tant pis. Hein. Vous le savez tous, que je vous dis tout, je vous le dis. Hein, j'espère que parmi vous, il n'y en a pas un qui va se pointer un jour en me disant « ça fait 20 ans que vous me traitez pour une CEP et j'ai pas de CEP, j'ai une autre maladie ». Ça pourrait arriver. Bah oui, il aurait l'air couillon. Oui. Mais ça peut arriver. Ça fait partie du jeu, puisque comme je dois traiter les gens très tôt, si j'attends que les gens boitent, ils boiteront tous. Et c'était le cas ces dernières années dans la plupart des endroits. On attendait que les gens soient vraiment atteints pour les traiter. Or, la marche arrière n'existant pas, il faut les traiter avant qu'ils ne soient malades. Eh oui. Ensuite, voilà, donc une nouvelle fois, répéter qu'on traite les patients non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils risquent d'être. C'est vraiment ma phrase. Voilà. Donc limiter le risque d'un déficit permanent, puisque tant qu'on maintient les gens à un risque faible, voilà. Alors après, il y a le risque de passage effectivement en forme progressive, qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas. Pour l'instant, on n'est encore pas bon. Quand on traite quelqu'un avec un traitement, on peut voir disparaître les poussées, mais il peut y avoir un petit fond progressif sous-jacent qui s'installe petit à petit. Et là, pour l'instant, nous sommes un peu désarmés. Donc toutes les notions classiques avec les premières, vous savez, l'histoire des poussées, puis la progression, je pense qu'il faut un peu les oublier. Il vaut mieux retenir la deuxième courbe qui montre ce qui est important, c'est de maintenir une IRM la plus propre possible, qu'elle ne s'aggrave pas, un examen avec le minimum de handicap, et on doit chercher le traitement en fonction de ça. Traiter fort et tôt, et je répète, la prise en charge hygiéno-diététique immédiate, dont on parlera tout à l'heure avec Cécile. Mais les IRM, il faut les faire tous les combien de temps? Je prends la deuxième. J'ai pas besoin de micro. Ben si, sinon vous ne serez pas enregistré. Alors les IRM, oui, les IRM, on en fait au début. On en fait plusieurs IRM rapprochés lorsqu'on met en route les traitements. Dans les 6 premiers mois d'un traitement, on fait quasiment toujours une IRM. Au début, on fait IRM cérébrale et médulaire. Et après, au fil du temps, vous allez voir qu'on va les espacer de plus en plus. Quelqu'un qui a une maladie depuis 15 ans, qui n'est plus inflammatoire, bon, ça ne va pas apporter grand-chose. On va plus se baser sur la clinique. En revanche, au début, on sait très bien que les gens peuvent faire 9 plaques cérébrales sans aucun signe clinique. Donc, il ne faut pas se baser sur la clinique au départ pour décider d'un traitement. J'ai vu des gens avec 30 plaques inflammatoires, avec prise de contraste et un examen normal. Voilà, donc l'IRM est quand même l'examen capital de suivi et de décision thérapeutique aussi. Mais quand vous avez 2 maladies inflammatoires, c'est-à-dire la nodulite polyarthrite et la sclérose en plaques. Ben, c'est compliqué. Parce que certains traitements de la sclérose en plaques pourraient être contre-indiqués dans la polyarthrite et certains des médicaments de la polyarthrite sont contre-indiqués dans la sclérose en plaques parce que les anticorps monoclonaux ne sont pas les mêmes. Et ça a été une question qui m'a été fréquemment posée par des patients adressés par les rhumatologues qui me disaient « j'ai un patient, je le suis pour une maladie immunologique, il est sous anticorps monoclonal, mais il présente des signes et on fait une IRM qui évoque une sclérose en plaques ». Est-ce que c'est une sclérose en plaques? Est-ce que c'est des signes liés au traitement? Mais il y a des contre-indications et des oppositions entre les traitements. Ça va? Pas trop fatigué? Non, ça va? On enchaîne? Parce qu'après, il y aura quand même Cécile et l'hypnose. Donc, je vous fais le dernier topo. Ouvrir. Ah oui.
Voilà, c'est un petit mot sur les maladies auto-immunes, puisqu'on parle de la sclérose en plaques et que la sclérose en plaques est quand même considérée maintenant avec certitude comme une maladie auto-immune. Simplement dire un petit mot sur les maladies auto-immunes. Donc, les points importants, c'est le soi et le non-soi, c'est-à-dire ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Le système immunitaire, les dérèglements du système immunitaire, les causes du dérèglement, cible, maladie, la tolérance, les acteurs, les auto-anticorps. Donc tout ça, je vais passer rapidement sur chaque point. Vous pouvez m'arrêter en cours de route, bien sûr. Donc le soi, c'est les ensembles des cellules de notre corps et de celles aussi ceux qu'on accepte. Par exemple, les cellules du microbiote, c'est pas du soi, mais on peut considérer ça comme le soi puisqu'on les tolère et qu'on les considère pas comme des ennemis. Le non-soi, ben, c'est tout ce qui est étranger. Alors, ce qui nous défend contre le non-soi sont les anticorps, c'est-à-dire des produits qui vont être fabriqués pour détruire ces ennemis qui nous agressent. C'est détruire les virus, les microbes. On peut se vacciner contre certaines bactéries, contre certains virus, et on peut soi-même s'auto-vacciner en rencontrant un virus, une bactérie, en fabriquant des anticorps qui, au bout d'un certain temps de la maladie, vont rester en trace immunologique dans notre corps et pouvoir être refabriqués si une nouvelle infection du même virus se présente. Alors, système immunitaire, donc c'est ce système qui permet de nous défendre. Quand il y a une réaction excessive, c'est l'allergie, le truc tout simple, le rhume des foins, des choses comme ça. C'est pas encore une maladie auto-immune. Et puis si ça va plus loin, on va se retourner contre notre propre organisme et nous agresser nous-mêmes. Et c'est ça les maladies auto-immunes, où on fabrique en fin de compte des produits qui vont nous agresser. Alors il y a deux hypothèses, c'est-à-dire que, par exemple, un virus vous agresse, vous lui cassez la figure, mais manque de peau, ce virus a des parentés antigéniques, c'est-à-dire qu'il vous ressemble un peu. Donc en fabriquant un poison contre lui, vous savez qu'on fabrique un poison par ennemi. On n'a pas des armes de destruction massive, vous avez chaque fois un anticorps pour un ennemi particulier. Donc s'il y a des millions d'ennemis, vous fabriquez des millions d'anticorps différents. On n'a pas un anticorps pour les virus, un anticorps pour les microbes, on a un anticorps pour chaque virus spécifique. Et si ce virus vous ressemble, vous avez fabriqué des armes contre vous-même. La théorie hygiénique, c'est-à-dire que ça, elle est importante parce que c'est quand même une théorie qui se développe pas mal et qui est en inflation aussi, parce que cet excès d'hygiène, l'excès d'antibiotiques, les habitudes de vie font que l'immunité que vous fabriquez n'est pas adaptée, elle est anormale. Et donc là, au lieu d'avoir une immunité correcte, vous avez une immunité qui est perturbée et avec des réactions immunitaires inadaptées. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez l'excès d'hygiène? C'est ce qu'on disait, par exemple, les enfants qui ne sont pas en contact avec des animaux, qui sont protégés de tous les contacts, ne fabriquent pas leur immunité normale. Si vous astiquez trop la peau, vous allez avoir une peau qui est décapée complètement. Or, sur votre peau, si on fait des prélèvements, il y a des millions et des millions de microbes, mais qui sont des copains à vous. C'est des campeurs, mais pas des campeurs sauvages. Si un campeur sauvage qui se pointe sur une peau complètement décapée, il va vous bouffer, vous allez faire un abcès. C'est pour ça que les bébés, maintenant, on leur dit qu'il faut les faire le battre un jour sur deux. Oui, par exemple, oui, c'est ça, oui, il ne faut pas les décaper trop. Si vous avez c'est comme le microbiote, c'est comme si on vous collait une purge tous les jours en enlevant tous les microbes de l'intestin. Ils vous servent, ceux-là. Les microbes de votre peau vous défendent. Ils empêchent que des microbes, parce qu'il y en a partout des microbes agressifs, ils empêchent que vous soyez attaqué. On se lave bien tous les jours, quand même. On peut se laver tous les jours, on n'est pas forcé de se décaper au scratch-bridge tous les jours. Alors les cibles des maladies auto-immunes, c'est tout, tous les organes peuvent être touchés, il n'y a pas de problème. Donc dans les maladies les plus classiques, dans les maladies auto-immunes, il y a le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques, tout ça c'est des maladies auto-immunes conventionnelles et qui sont différentes. Donc la tolérance immunitaire, c'est être capable de faire la différence entre le soi et le non-soi. Et comme je vous disais, le soi c'est nous, mais en plus ce que nous tolérons comme étant nous-mêmes.
Qu'est-ce que sont les acteurs de ce système immunitaire? C'est encore les lymphocytes. Vous savez qu'il y a plein de types de lymphocytes. Il y a les lymphocytes B, ceux qui produisent les anticorps, les T qui attaquent et détruisent les microbes. Ils fabriquent des cytokinines, c'est-à-dire des produits qui vont favoriser l'inflammation. Quand vous avez une infection, par exemple, vous créez une inflammation autour de l'infection pour, un, limiter la diffusion de cette infection, et deux, créer des réactions inflammatoires qui permettent aux lymphocytes d'agir plus facilement. C'est l'inflammation est l'une des premières réponses. Alors dans la sclérose en plaques, c'est l'agression de certains lymphocytes qui n'ont qu'une idée, c'est de vous rentrer dans la cervelle et d'aller manger de la myéline. Et c'est pour ça que les plaques de sclérose en plaques, on s'aperçoit que c'est centré sur les vénules. Il faut que le lymphocyte passe du sang au cerveau, et c'est autour d'une vénule qu'il y a une lésion inflammatoire liée à ces lymphocytes. Alors c'est pas une plaque dans le cerveau, en réalité c'est une boule. On devrait dire sclérose en boule et pas sclérose en plaques. C'était moins joli. C'était moins joli? Non, c'est parce qu'on coupait les cerveaux en... Quand vous les passez au microtome, vous avez des lamelles et donc vous avez des plaques. Mais dans l'espace, c'est une boule. Donc si vous voulez... Oui, vous pouvez dire que j'ai une sclérose en boule, si vous voulez. Donc les anticorps que vous fabriquez, ils ciblent les constituants qui est dans les maladies auto-immunes, vous fabriquez des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps qui sont agressifs contre vous-même. Alors il y a plein de facteurs, il y a les facteurs génétiques dont on a parlé tout à l'heure, les variations génétiques, alors j'ai pas mis, là je me suis fait attraper par la généticienne, c'est pas des mutations génétiques, c'est des variations génétiques. Les mutations génétiques font partie des variations, mais les variations ne sont pas toutes des mutations. On ne peut avoir que des variations. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent agir dessus, les hormones, le microbiote, l'environnement. Donc l'importance, je répète l'importance de l'environnement, parce que nous, on a quelques médicaments, il y a des formes où on n'a pas de médicaments, il nous reste que la prise en charge de l'environnement pour essayer de faire mieux. Est-ce que tu peux avancer un petit peu plus? Avancer un petit peu plus. Voilà. Alors, pour dépister une maladie auto-immune, on a des fois des biomarqueurs. Par exemple, si vous avez une thyroïdite d'Hashimoto, c'est-à-dire une maladie inflammatoire auto-immune de la thyroïde, vous faites des prises de sang et vous trouvez des anticorps antithyroïdes, etc. Dans la polyarthrite, vous trouvez des marqueurs aussi. Dans la sclérose en plaques, il n'y en a pas. Donc, mais c'est l'IRM qui va nous montrer les zones atteintes. Voilà. Et les traitements médicaux des maladies auto-immunes, il y a deux types. Il y a les immunomodulateurs, c'est ceux qui vont réguler votre immunité, et un degré au-dessus, les immunosuppresseurs, qui peuvent être soit spécifiques, vous avez tous connu l'Immurel, qui était un immunosuppresseur qu'on employait pour plein de maladies auto-immunes, et maintenant des immunosuppresseurs spécifiques qui ne marchent que dans la sclérose en plaques. Sur le plan de traitement, il y a 3 ans, on avait fait les traitements. On pourrait refaire le même topo que Maud Pallier que vous avez fait, c'est exactement le même, sauf que les produits dont elle parlait vont peut-être sortir maintenant. Vous voyez, la lenteur administrative, alors que les produits existent depuis longtemps. Et c'est tout. Pas de questions? Si. Vous ne parlez pas des potentiels évoqués. Alors les potentiels évoqués, c'est un examen qu'on faisait beaucoup au départ, parce que d'abord les IRM étaient moins fiables, on avait moins d'IRM, on n'avait pas beaucoup d'examens pour la sclérose en plaques, on avait la clinique, et les potentiels évoqués permettent de montrer un ralentissement de la vitesse de conduction dans le système nerveux central. L'électromyogramme est un examen très ancien qui calcule la vitesse du courant dans les nerfs périphériques, pour les polynévrites, les sciatiques, tout ce que les compressions des nerfs. Mais les potentiels évoqués, eux, permettent de mettre en évidence une perturbation de la vitesse du courant central. Donc si vous trouvez des anomalies à plusieurs endroits, c'est un argument majeur pour parler d'une sclérose en plaques. Maintenant, j'en fais plus du tout, j'ai arrêté complètement. L'IRM, je pense, est suffisamment fiable et d'accès relativement facile pour se permettre de s'en dispenser.